I'd like to remind you that the city records and broadcasts live on YouTube. The city can now hold its public meetings in the presence of the public as long as it follows health instructions. We ask you to wear your mask as soon as you move in the premises, and you can remove your mask if you're seating, if you wish. If you're at the mic, we ask you to keep your mask on. And no lineups at the mic either. Thank you. Alors, on va ouvrir la séance. Je demande un vote. Pour. 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 Richard? Pour. Merci. Avant qu'on ouvre la période de questions, je voulais juste prendre quelques minutes pour faire quelques messages. Premier message, je voulais remercier tous les gens pour leur patience et pour aussi les gens qui ont fait des efforts, des miracles, qui ont participé avec qui a aidé leurs voisins avec les pannes de courant cette fin de semaine. On le sait que c'était un temps difficile. Il y a certaines personnes qui viennent juste de revoir justement leur électricité. Alors, on voulait remercier les pompiers, les travailleurs d'Hydro-Québec, tous les employés de la ville, et puis les citoyens aussi qui ont aidé dans la situation. Deuxième message, je voulais aussi remercier les gens qui sont venus au marché de Noël. Ça a été un grand succès. On a eu au-dessus de 4000 visiteurs pendant la fin de semaine. C'était vraiment apprécié de tout le monde, autant que les visiteurs, que les artisans qui étaient là aussi. Pour un autre message un peu plus détaillé, plus long, je voudrais en profiter pendant que c'est vu que c'est notre dernière séance publique de l'année, à part de la semaine prochaine qu'on va adopter le budget. Je vais prendre l'opportunité justement pour prendre 5-6 minutes pour lancer un message à la population concernant certaines orientations ou où est-ce qu'on s'en va aussi dans le futur, là, dans les élus pour les prochaines années, mais aussi au sujet des décisions qu'on doit prendre, des décisions qu'on doit prendre à tous les mois, justement pour expliquer un petit peu derrière les décisions, là, comment on arrive à ces décisions-là. Alors, je pense que la majorité des élus sont conscients des défis qui nous attendent. Wouhou! Yikes! Je pense que la majorité des élus sont conscients des défis qui nous attendent dans les années à venir. On a des infrastructures vieillissantes, des ressources financières toujours plus serrées, mais des dépenses continuellement plus importantes, une pénurie de logements, une économie plus volatile et imprévisible, des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique, comme on l'a vu en fin de semaine. Et malgré tout ça, les attentes toujours plus exigeantes de la part des citoyens. Nous sommes présentement en période budgétaire. Et cette année, c'est un défi particulièrement pour nous à cause de, par exemple, la pandémie qui dure déjà depuis plus de 2 ans et tout ce que ça entraîne. L'état de l'économie avec un taux d'inflation considérable. On sait qu'en mois d'octobre, on était à 5,3 % de taux d'inflation. Un prix élevé de l'essence, la pénurie de main-d'œuvre, des coûts plus élevés, des collectes de matières résiduelles, des contrats de déneigement plus coûteux, des coûts d'électricité plus coûteux, puis sans oublier les augmentations des quotes-parts qui sont imposées à toutes les villes, comme la quote-part de la MRC, la CMM, la RTM, la Sûreté du Québec. Tout ça, ça nous affecte directement. Et parce que une ville, ça n'a pas le choix, il faut qu'on paye nos factures. Alors, des décisions qu'on prend aujourd'hui et au cours des 4 années qu'on va être ici, mais ça va avoir un impact direct sur les années à venir. Fait qu'il faut être conscient de toutes les décisions qu'on prend, l'impact que ça va avoir. Une saine gestion de la ville, ça veut dire qu'il y aura parfois des décisions qui vont être difficiles à prendre parce que nous devons nous assurer du bien-être de la ville dans son ensemble, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Il faut comprendre que nous sommes des créatures du gouvernement et que nous pouvons seulement agir dans le cadre de ce qui nous est donné. Cela étant dit, il faut toujours procéder avec prudence dans nos décisions. Un aspect fondamental que nous devons garder à l'esprit, c'est que Saint-Lazare dépend en majeure partie des taxes résidentielles pour fonctionner. Cette dépendance sur les taxes résidentielles amène à examiner comment nous pouvons diversifier nos revenus afin d'augmenter notre assiette fiscale pour pouvoir maintenir un service de qualité à la population.
Je dois admettre que les options ne sont pas vraiment énormes à ce point-ci. Cependant, je crois vraiment que le gouvernement va devoir examiner cette question parce que ça va être une problématique pour toutes les villes au Québec quand il vient des revenus de taxes qui nous frappent aussi avec les dépenses qui augmentent. Il va falloir trouver d'autres moyens de diversifier nos revenus pour être capable de soutenir toutes les dépenses. Malgré tout ça, on a déjà commencé à identifier ici, parmi nous, des opportunités qui sont intéressantes. On parle d'un fonds de développement, un changement à la taxe de bienvenue, un focus sur l'économie locale et bien sûr, il va y avoir des opportunités aussi quand que l'hôpital va arriver en 2026 dans le secteur est de Cité-des-Jeunes. Mais toutefois, pour l'instant, on doit compter presque exclusivement sur des taxes foncières. Et à cause de ça, et pour agir de manière responsable et pour assurer une saine gestion de la ville, ça signifie que nous devons continuer à développer le territoire. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut que c'est très important de bien encadrer le développement qu'on va avoir dans les années futures. C'est pas juste du free for all, comme on pourrait dire en anglais, mais il y a des règlements, il y a des précautions à suivre, puis c'est quelque chose que les élus ici tiennent beaucoup. Puis qu'on a déjà commencé à regarder beaucoup de choses. Dans le fond, c'est aussi pourquoi dans les 4 dernières années, les élus qui étaient là dans l'ancien conseil, ont mis un grand focus sur la protection de l'environnement afin de s'assurer que le développement respecte nos espaces naturels et ne met pas en péril nos zones à haute valeur écologique et notre alimentation en eau souterraine. Avec l'aide d'un spécialiste en droit de l'environnement et en droit municipal et en raison de la mise en œuvre de notre plan de conservation, nous avons mis en place des règlements pour protéger nos milieux humides et nos écosystèmes forestiers. Par exemple, nous avons établi un règlement visant l'abattage d'arbres afin de favoriser l'aménagement durable de la forêt. D'autres règlements vont venir en place sous peu. Il y a eu des démarches d'acquisition aussi de connaissances amorcées depuis déjà plusieurs années, mais depuis 2018, les élus, la ville investit également des montants importants dans les études environnementales pour bien identifier et protéger les zones sensibles sur notre territoire. Cela nous permet aussi d'assurer que les études des développeurs sont en ligne avec les nôtres, parce que ce n'est pas toujours le cas. Cela nous sert aussi à faire en sorte que le développement proposé cause le moins de dommages possible à l'environnement. Nous avons aussi entamé des études pour assurer l'approvisionnement à long terme en eau potable de la ville à partir des eaux souterraines afin de trouver des mesures de mitigation en prenant en considération des événements climatiques et les réalités à laquelle nous sommes confrontés. Dans les 2 prochaines années, nous devrons également faire une refonte complète de nos règlements d'urbanisme et notre plan d'urbanisme. C'est ce qui nous donne une grande opportunité pour justement bien planifier notre futur et impliquer la population dans ce processus. Malgré les changements importants effectués dans les dernières années que j'ai déjà mentionnés qui visent la protection de l'environnement, la refonte de la réglementation amènera des mesures additionnelles qui pourront être mises en place, non seulement pour bien encadrer son développement jusqu'à sa population ultime, mais aussi pour assurer la pérennité de notre ville pour les générations à venir. Mon message ce soir est donc de vous dire que les élus doivent toujours agir dans l'intérêt municipal, de l'intérêt de la municipalité dans son ensemble et dans la mesure de leur capacité, mais aussi avec le pouvoir qui leur sont accordés et de manière responsable. La gestion d'une municipalité est d'une grande complexité. Il n'y a rien de noir ou blanc. Alors, il est clair que les élus doivent bien comprendre leur rôle et leur pouvoir dans leurs fonctions. Ceci fait partie de nos responsabilités. Il faut s'informer, il faut être responsable. Finalement, je pense qu'il est important d'intégrer des facteurs environnementaux, mais aussi sociaux et économiques dans nos processus décisionnels. L'un ne va pas sans l'autre. La décision que nous prenons doit, à mon avis, viser à maintenir un équilibre en fonction du développement durable et d'une saine gestion de la ville. Alors voilà, ce sont d'après moi les orientations globales que nous devons suivre dans les prochaines années et le raisonnement derrière certaines décisions que nous devons prendre aussi au cours des prochaines années. Alors ça, c'est mon message que je voulais vous donner pour finir l'année justement et donner un message pour les années à venir. Alors, on va ouvrir la période de questions. Si vous voulez venir au micro avec vos masques, s'il vous plaît.
Hello. Do you hear me? Yes. Saturday night at 8 o'clock, we lost power, didn't come back for 36 hours. It was quite an effort to keep a generator running. It was very stressful. The tree that fell on the wires was behind the house across the street from me. Same area, another tree within 10 feet of that tree took out the wires about 2.5 years ago, and we were without power for 2 days. There's a lot of trees in Shawling Valley that are way too close to the hydro lines. And with the winds that we got the other day, we're probably going to see more of that with this upcoming type of weather, these Colorado lows that come up from Colorado. So I think the city needs to make an effort to trim the trees around the power lines so that they don't fall and take out the power. It cost me $70 in fuel to run my generator. There was a tree maybe 5 years ago further up the street that fell and went right through his neighbor's house, the wall. So, and I got pictures here I'm going to hand to you. There's a picture here of a tree that fell right across my driveway within a minute after my wife backed in. It would have done serious damage had it hit her. What year was that? It was 96. But this can happen anytime. And there's a lot of trees, these poplars, that are quite dangerous. They're basically garbage. They're just weeds. They need to be cut down. They need to be removed for safety because one day someone's going to get killed with these trees falling. Is the town prepared to do anything to cull the trees that are a danger? Trees that are touching hydro lines or under servitudes of hydro are not jurisdiction of the town, but you can get in touch with hydro to ask them to come and intervene. And trees that are on your property are your own responsibility, so you have to call the town to get a permit to cut any trees. How wide is that servitude for hydro? Because if a tree's high enough, even if it's outside of the servitude of hydro, it can fall. But hydro doesn't want you to. They don't want to come and have to do what they did this weekend. If they come regularly to cut branches. They came in even your sector a few years ago. We had the vegetation control around the town. It took 3 years, I think, and they did work in your sector. But if there's branches, they come every few years to come and do a cleanup job. Well, we're getting, I'm repeating myself here, we're getting winds. But you can notify hydro directly, get in touch with them for them to come and intervene if You want needs the be. pictures? I've seen them on Facebook. You posted them on Facebook. But if anybody else would like to see them. Well, I'll give them to you. Printed them out and brought them in. You want them or not? Sure. I just wanted to tell you something. I'm a counselor in this city, but I work for another city, and one of my jobs is the branches, trees, and all that. And hydro doesn't like to come in and cut trees. They'll come in and cut it when they believe there's a problem with it. And the city, my city workers who do the trimming for me are not allowed to go near the hydro lines. We don't allow them to go near. It has to be hydro who does it, or hydro's crew, which is the Beauville, whatever. I can't remember the name of them. So it's very difficult to get trees cut by hydro. And when they come in, they'll just cut that specific tree. They won't come in and do a lot of trimming. And you know what? I've been doing this for 20 years, and that's the way they work. It's hydro, very independent. I'd like to ask a question of all our councilors here. Are all you people vaccinated? I don't Are think. you vaccinated? Have you had the 2 shots for? I heard what you said, but I don't think that's an appropriate question, Mr. Meads. Why not? We're forced to wear masks. Why wouldn't it be an appropriate question? It's quite important. We walk in the building, we have to be masked. Are anybody here not vaccinated? Yes or no? I don't think it's an appropriate question. Well, so what? It's a question I'd like to get answered. Anybody who's not vaccinated, I think, is a moron. I have no problem answering that question. I'm vaccinated. How about you, David? Are you vaccinated? I'm vaccinated myself.
I don't believe it's relevant, and I don't share my vaccine status with anyone. Really? So I'll take that as a no. You can take it however you want. Yeah. Thank you, Mr. Meads. I just want to make a comment about that thing. Je veux le dire en français, je ne veux pas me tromper. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Si je ne siège pas au conseil depuis les 2 dernières assemblées, c'est parce que parmi nous, il y a quelqu'un de pas vacciné. Moi, j'ai comme principe de ne vivre qu'avec des gens vaccinés. J'ai perdu presque ma business. J'ai perdu presque tout ce que j'avais à cause de la COVID. On demande à tout le monde d'avoir un passeport sanitaire et c'est la seule chose qui va nous maintenir ouverts. Sinon, je vais perdre tout ce que j'ai. Pour moi, la vaccination est très importante et c'est un principe de base pour moi. Et ça va avec mes valeurs. Merci beaucoup. Merci, M. Chartrand. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il y a des questions au sujet de, justement, s'il y a des questions au sujet de des dérogations mineures, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez discuter. Non? C'est bon. Ça vient après, c'est juste pour ça. Merci. I'm double vaccinated. Hi, everyone. My name is Claudia Wagner. You can bring down the mic. My name is Claudia Wagner. I'm a resident of Saint Lazare. I'm also president of the Fondation de Brian Lou. I'm sure everyone probably heard of us. We were created in 2014 on a bad cause. Our trainer died, and the park, the Westwood Junior Park, as you know, has been renamed the Brian Lou Park. Our main cause and our main goal is to have the track that's around Saint Lazare, the Westwood Senior Track, Junior Track, to be put into a rubber track or a synthetic track so that we can really hold competitions and really have clubs come and enjoy it and have the public use it. The gravel rocks are dangerous. They're not very good, and that's the goal of our foundation. Basically, is for that. We've been holding races since 2014. Every penny that we make goes into the foundation. And our question to you is we'd like to have a meeting with you before the budget comes out and to be possibly integrated, either integrated in this year's budget or in the Plan Triennal d'Immobilisation. We know that there is, because we've been working on this for so many years, we know that there's a grant from the government, federal government, there's grants from the provincial government, but we can't do it. It has to be the municipality that helps all together, that we can possibly have this goal and this vision be a future thing in our city, because Montérégie has no rubber track. There's nothing around here. The next one is in the West Island, and the next one after that is Ottawa. I think it would be a beautiful thing to have integrated in our parks. Saint Lazare is a very athletic and very sporty city. I just think it would make a nice thing, and that is what the foundation is all about, is to collect every penny so that we can create this rubber track. And so basically I'm asking if we can be integrated and have a meeting with you and be integrated in the budget. For this year, it's basically too late because we are adopting the budget next week. Okay. But if you want to either set up a meeting or send us an email to tell us about your project, maybe a link to the grants that you're talking about, we can look at it for sure. And maybe be integrated in the Plan Triennal I think that's too late as well for this year. for this year. I think we're not, but we can discuss it. Perfect. It would be No wonderful problem. if we could do that. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Okay, is it a question, Mr. Meads? Am I allowed to make a statement? What is this? We've got a budget coming up next week. Are we going to see a raise in taxes? Are we No. going to see our taxes I going understand up? you. You don't need to be screaming, Mr. Meads. Let I'm me not answer screaming. you. I just came closer to the mic. Okay. You will find out next week. Nothing has been adopted yet. We're still in the talks. Thank you. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
S'il y avait des questions au sujet, il y a une période de questions au sujet des demandes de dérogation mineure qui sont dans le secteur de Green Maple Hill. On pourrait les adresser tout de suite ou on peut attendre pour la résolution. C'est votre choix s'il y a des gens qui voulaient discuter de ces dérogations mineures-là. Non? Alors, je demande un vote pour adopter l'ordre du jour. Pour. 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 Merci. Techniquement, j'ai. Thank you. Si je change, je m'excuse, je vais recommencer le partage d'écran, si vous me permettez, pour le bénéfice autant des gens dans la salle que... Je vais juste changer. Parfait. Monsieur Chartrand, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran avec le projet de procès-verbal? Je ne crois pas, hein? Non, je ne le vois pas. Ça a apparu puis ça a disparu. Oui, hein? La première fois que tu C'est- l'avais fait, je Oui, l'avais. c'est parce que la première fois que je l'ai fait, vous ne l'aviez pas. En fait, les gens dans la salle ne le voyaient pas. OK, c'est il y a pour juste moi qui le voyais. Oui, effectivement, ce qui est un petit peu moins pratique pour... Oui, Nathalie, si tu veux, partage-le, puis moi, je vais le suivre sur mon propre ordi. de cette façon-ci, est-ce que vous le voyez Ah, je maintenant? l'ai, c'est Parfait. bon. OK. Alors, techniquement, donc, tout le monde le verra, parce que les gens dans la salle le voient aussi. Donc, l'adoption de l'ordre du jour est chose faite. Je m'excuse, je vais dérouler là. Alors, le premier projet de résolution vise la désignation d'un maire suppléant et d'un substitut à la MRC. C'est une résolution qui revient de temps à autre, notamment à la suite d'une élection municipale. Alors, la désignation est prévue à la loi sur les cités et villes et à la loi sur l'organisation territoriale municipale. Donc, il est prévu de désigner M. Michel Poitras, qui est actuellement conseiller du district 4, comme substitut de la mairesse et représentant aussi au niveau de la MRC pour la période du 15 décembre 2021 au 14 juin prochain. Un vote? Pour. 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 La prochaine résolution vise la composition des commissions et des comités de travail. Encore une fois, c'est une résolution qui revient de façon périodique, souvent en début d'année ou à la suite d'une élection. Alors, la dernière désignation remontait en mars 2020. Alors, la présente résolution prévoit une révision complète de la composition des commissions et même certains comités ou commissions. Le terme commission vient de la loi sur les cités et villes, vont être remaniés ou modifiés. Alors, vous avez à l'écran les différentes désignations. Donc, M. Pierre Casavant sera au comité consultatif culture. Pour le comité consultatif développement économique, M. Michel Poitras et M. Richard Chartrand. M. Donald Andrews et David Hill feront partie du comité consultatif environnement. Un nouveau comité mis sur pied au niveau des finances, Mme Minicini, M. Aymon et M. Trainer. Le comité consultatif sécurité municipale est maintenu avec M. Aymon et Trainer. Le comité consultatif sur les sentiers sera chapeauté par M. Casavant et Trainer. Mme Minicini et M. Poitras feront partie du comité consultatif communauté qui a été redésigné. Le comité consultatif toponymie municipale sera sous la supervision de M. Richard Chartrand. Le comité consultatif d'urbanisme aura à son sein Richard Chartrand et David Hill. Le comité de démolition, qui est permis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sera composé de messieurs Aymon, Poitras et Chartrand. Tous les élus font partie du comité de gouvernance qu'on désigne comme étant la table de travail ou les caucus. Et la mairesse est membre de l'organisation municipale en sécurité civile. Je le rappelle également qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, la mairesse est membre d'office de tous les comités. Enfin, si la ville devait être représentée auprès de l'organisme Transport Soleil, dont les processus de dissolution sont en cours, à ce moment-ci, c'est la mairesse qui sera désignée comme déléguée. Un vote? Pour. 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 Pour.
La prochaine résolution vise la prolongation de mandat de membres du comité consultatif d'urbanisme. En fait, les gens sont désignés conformément à la loi sur l'aménagement et au règlement numéro 616 pour des mandats de 3 ans pour représenter, en fait, des mandats de 2 ans, pardon, pour représenter, entre autres, la population au sein du comité. Alors, certains mandats venaient à échéance en janvier prochain. Par contre, le Conseil souhaite entreprendre une démarche de recrutement au sein de la population. Alors, les mandats qui venaient à échéance en janvier 2022 seront tout simplement prolongés jusqu'au 12 avril 2022. Alors, il s'agit de Mme Véronique Fortin et de Messieurs Gilles Vallée et Luc Villain. Un vote? Pour? Pour. 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 On rentre dans la section des relations avec les tiers. Donc, une aide financière est prévue au Centre prénatal et jeunes familles qui vise à organiser une fête de Noël au bénéfice des familles qui vivent en contexte de vulnérabilité. Donc, l'aide financière a été reçue de l'organisme et en fait, le versement de celle-ci est autorisé notamment en vertu de la loi sur les compétences municipales et aussi qui permet d'accorder de l'aide financière. Alors, il est prévu d'accorder, de verser une aide financière de 300 $ au Centre prénatal et jeunes familles. C'est un montant qui sera prélevé à même le fonds général. Un vote? Pour? Pour. 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 La prochaine résolution vise une autorisation temporaire et rétroactive d'occuper le domaine public pour la communauté juive. En fait, l'aire de repos Bédard a accueilli un menorah pendant la période de l'Hanouka. Alors, le menorah a été installé avec l'accord des élus pour la période du 28 novembre au 7 décembre 2021. Comme il s'agit d'une occupation du domaine public, elle devait être autorisée par résolution. C'est donc l'objet du texte de ce soir de ratifier l'occupation qui a été faite du domaine public. Un vote? Pour. 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 Une aide financière est accordée à l'association de hockey mineur Hudson-Rigaud-Saint-Lazare. C'est une aide qui est prévue conformément à la politique 028 qui prévoit les aides financières attribuées à la communauté. Alors, on autorise la dépense et le paiement ce soir d'un montant de 110 000 $ qui sera versé à l'association à même le fonds général conformément à la politique 28. Un vote? Pour? Pour. 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 La prochaine résolution vise un appui au service à la petite enfance de Saint-Lazare aux fins de l'ajout d'une installation sur le territoire. Donc, une demande d'appui qui a été reçue du CPE Les Amis du Carré de Sable et CPE Les Amis du Château de Sable, qui en fait est désigné au registraire des entreprises comme étant service à la petite enfance de Saint-Lazare, qui souhaite implanter une nouvelle installation de 80 places subventionnées sur le territoire de la ville. Donc, le service à la petite enfance demande finalement d'avoir un appui de la ville, notamment dans le cadre de ces démarches auprès du ministère de la Famille. Alors, selon les données de recensement qui sont disponibles, il y a effectivement un besoin au sein de la communauté. Alors, la Ville offre son accompagnement pour trouver un nouvel emplacement qui serait conforme à la réglementation municipale et pour soutenir le projet auprès du ministre de la Famille. Alors, tout simplement, il est proposé d'appuyer la demande reçue des services à la petite enfance de Saint-Lazare. Un vote? Pour? Pour. 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 La prochaine résolution vise à ratifier, dans le fond, le projet de procès-verbal qui a été préparé à la suite de la séance du 16 novembre dernier. La version préliminaire était disponible sur le site Internet de la Ville. Et en fait, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de ratifier le texte qui vous a été soumis. Un vote? Pour? Pour. 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 Le calendrier des séances du conseil municipal pour la prochaine année doit être adopté par résolution. Alors, c'est prévu à la loi sur les cités et villes. Donc, le calendrier qui est proposé maintient l'habitude des dernières années, c'est-à-dire une séance le 2e mardi de chacun du mois. Vous pouvez déjà l'inscrire à votre agenda. Donc, vous avez les dates qui sont rappelées à l'écran. Il y aura un avis public dans les journaux qui viendra, dans le fond, confirmer la décision ou publiciser la décision du conseil. Et bien sûr, les dates seront aussi disponibles sur le site Internet de la Ville. Un vote, s'il vous plaît? Pour? Pour. 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 Pour.
Pardon, ma souris est allée plus vite. La prochaine résolution vise la conclusion d'un contrat de location du terrain synthétique au complexe sportif Saint-Lazare en prévision de l'élection générale qui sera tenue en novembre 2025. Ça fait partie des procédures de la Ville, tout de suite après une élection générale, de réserver les locaux pour une prochaine élection, puisque contrairement aux autres paliers de gouvernement, les dates sont fixes. Donc, c'est le 2 novembre 2025. Déjà, les locaux municipaux sont réservés, les écoles aussi qui sont sous notre juridiction pour les salles sont réservés, mais il y a aussi des nombreux avantages au fait de pouvoir regrouper les 35 bureaux de vote qu'on a besoin à un seul et même endroit, comme par le passé au complexe sportif Saint-Lazare. Cette année, de manière exceptionnelle, le contrat de location, en fait, n'a pas été exercé puisque seulement 2 districts ont été soumis à un scrutin, les autres élus ayant été proclamés par acclamation. Donc, il est prévu ce soir d'autoriser la conclusion d'un contrat de location pour les élections du novembre de 2025. La période de location est du 31 octobre au 3 novembre parce qu'il faut tout simplement prévoir les opérations de montage et de démontage de la salle, donc le samedi et le dimanche. Je rappelle que l'élection est toujours le premier dimanche de novembre selon la loi. Alors, le projet de contrat qui a été proposé prévoit qu'on devrait verser un dépôt de 20 qui est non remboursable, même en cas d'annulation de l'élection, à 1 600 $. Le dépôt est autorisé à même le poste budgétaire que vous voyez à l'écran. Un vote? Pour. 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 On a ce soir 2 avis de motion qui sont donnés par la mairesse. La première vise le projet de règlement numéro 1104 qui va décréter un emprunt pour mettre à niveau la station d'épuration. Donc, en fait, il y avait déjà eu un avis de motion qui avait été donné il y a quelque temps. Par contre, on a retravaillé sur un projet de règlement qui va être avec un contenu différent. Le projet de règlement sera intégré, qui est déposé ce soir, va être intégré au site Internet de la Ville dans les prochains jours. Alors, ça décrétera un emprunt qui sera remboursé là, par différents secteurs desservis, évidemment, là, par l'usine d'épuration. Un autre projet de règlement qui est envisagé porte le numéro 1113 et il est lié au règlement 1104. Il va exiger le paiement d'une contribution à un fonds pour assurer une prestation accrue de services municipaux, plus particulièrement en matière d'épuration des eaux. En fait, sous réserve de me tromper, je pense que Mme la mairesse, lorsque vous avez fait votre mot introductif ce soir, vous parliez de création d'un fonds de croissance. C'est l'un des différents fonds de croissance qui est envisagé. Donc, en fait, il aura pour objet d'assujettir la délivrance de certains permis au paiement d'une contribution qui viendra rembourser une partie de la dépense décrétée par le règlement 1104. Encore une fois, dans ce cas-ci, le projet de règlement sera déposé sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. Ensuite, en matière de ressources humaines, il est prévu ce soir d'accorder la permanence d'emploi au chef de division service de l'urbanisme. Je réfère à mon collègue Charles Perrault qui a été embauché par une résolution adoptée en juin dernier. Alors, M. Perrault a complété avec succès la période d'essai qui était requise selon l'entente, les conditions de travail fixées. Alors, on propose ce soir de confirmer la permanence d'emploi de Charles Perrault à titre de chef de division urbanisme. Un vote? Pour. 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 Bienvenue, Monsieur Perrault. Pour. 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 La prochaine résolution vise l'embauche d'une adjointe administrative au sein de la direction générale. Donc, c'est un poste qui est actuellement vacant. Il y a eu un processus de sélection qui a été entrepris et on tient compte des recommandations du directeur général et de la mairesse. Donc, il est proposé ce soir d'embaucher Mme Marie-France Leclerc à titre d'adjointe administrative à la direction générale. Elle sera en poste à compter du 10 janvier prochain. Mme Leclerc sera soumise aux conditions de travail pour les cadres, sous réserve des précisions qui pourraient être mentionnées dans son document d'embauche. C'est à moi à souhaiter la bienvenue à Mme Leclerc. On va travailler ensemble. Elle va être dans le bureau à côté du mien, entre le mien et monsieur Rivet. Un vote? Pour. 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 Encore, bienvenue, Madame Leclerc. Pour. Pour. Bienvenue. Pour.
Dans la portion subvention, alors il y a une demande de subvention au ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers. C'est un programme de subvention qui existe depuis quelques années déjà et la Ville y a présenté des demandes de façon régulière, lesquelles ont été accordées. Alors, il est proposé cette année de présenter une nouvelle demande au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme que je vous ai mentionné. Et c'est mon collègue directeur du service de la sécurité publique et de la sécurité incendie qui sera autorisé à signer tous les documents. Un vote? Un instant, s'il vous plaît. Juste, comme je travaille pour le service d'incendie en capacité de premier répondant, je vais me retirer de la vote. Merci. Pour? Pour. 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 Donc, votre déclaration, Monsieur Hill, sera consignée au procès-verbal. Merci. Une résolution prévoit, comme à l'habitude, le paiement des comptes. Alors, ce soir, ça totalise un montant de 5 160 496 et 65. Un vote, s'il vous plaît. Pour? Pour. 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 La prochaine résolution autorise l'amorce des démarches pour la vente des immeubles en raison du défaut de taxes municipales qui seraient impayées. Donc, c'est une démarche qui est prévue à la loi sur les cités et villes et qui est entreprise à chacune des années pour récupérer les sommes qui n'auraient pas encore été versées conformément à la loi à la suite de l'envoi des comptes de taxes. Alors, les contrats de services professionnels suivant ce qui est autorisé, soit un contrat avec un notaire pour effectuer les recherches et préparer les documents nécessaires à la vente, et aussi un contrat avec un avocat pour réaliser toutes les procédures nécessaires à la vente des immeubles. La dépense maximale autorisée de 15 000 elle sera payée à même les postes que vous voyez à l'écran au niveau du fonds général, et aussi l'identification des professionnels qui seront impliqués, c'est-à-dire l'avocat et le notaire, ce qu'on fera conformément au règlement numéro 834 qui prévoit la délégation de compétences en certaines circonstances. Un vote, s'il vous plaît. Pour? Pour. 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 On aborde maintenant la section urbanisme et environnement. Alors, la première résolution vise un plan d'aménagement d'ensemble qui est proposé pour la zone habitation, donc H 160. Alors, pour vous situer, on est dans le secteur de la rue de Bonaventure. Donc, vous auriez là où est mon curseur à l'écran, mettons la montée Saint-Robert. Vous avez la rue de la Coloniale ici. Alors, la zone H 160 est celle que vous voyez en couleur jaune à l'écran. Donc, le plan pour l'aménagement de la zone a été déposé. Il a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme en septembre dernier. Selon le CCU, le PAE qui est proposé respecte les critères qui sont prévus à la réglementation générale, sous réserve par contre de certaines conditions additionnelles qui pourraient être remplies. Donc, là, en fait, le CCU recommande d'aller de l'avant, mais à certaines conditions. Tout d'abord, les sentiers récréatifs qui sont proposés doivent comprendre des vocations équestres et pédestres pour assurer la continuité de ces activités avec celles qui sont pratiquées dans le parc nature des forestiers de Saint-Lazare qui est situé à proximité. Deuxième condition, la localisation des réseaux de télécommunications et de distribution d'énergie doit être en avant l'eau pour certains terrains et par contre, pour d'autres lots, elles doivent être situées à l'arrière et pour l'îlot central aussi. Et tout ça, c'est dans le but de favoriser au maximum la préservation du couvert boisé. Dernière recommandation du CCU, le déboisement requis pour la réalisation du projet doit faire l'objet d'une attention particulière et d'un accompagnement en amont auprès du demandeur, en fait le promoteur du projet, pour que les futurs propriétaires soient informés de la réglementation applicable et ainsi favoriser au maximum la préservation du couvert boisé. On considère également l'article 145.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet notamment au Conseil d'exiger comme condition d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble la prise en charge par les propriétaires du coût de certains éléments du plan et de leur réalisation dans un certain délai.
Alors, compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'entériner la recommandation du CCU et d'accepter le PAE, toutefois seulement si les conditions suivantes sont respectées. Tout d'abord, les énoncés des paragraphes 1, 2 et 3, donc c'est-à-dire les conditions qui sont proposées par le CCU doivent être respectées. Et afin d'assurer aussi le respect des articles 31 et 33 du règlement sur les PAE, le Conseil ajoute les conditions suivantes, c'est-à-dire la mise à jour de l'étude hydrogéologique qui soit complétée par la Ville et que cette étude confirme des réserves en eau potable suffisantes pour desservir les futures habitations du projet de la zone H160 avant le processus de modification réglementaire qui est requis lorsqu'un PAE est accepté. Autre condition, les 3 nouveaux puits qui sont situés dans le secteur de la pinière du parc nature doivent être raccordés et mis en service avant la délivrance de tout permis de construction. Et dernière condition, l'aménagement des sentiers qui sont montrés au plan d'aménagement d'ensemble doit être effectué aux frais du demandeur, aux conditions qui seront précisées par le service des infrastructures dans le cadre de l'entente qui est à intervenir en vertu du règlement numéro 439. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Contre. Merci. La prochaine, on arrive maintenant à la section, en fait, des plans qui sont des demandes de permis, pardon, qui sont soumises à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, vous allez le voir ce soir, il y a 3 résolutions, en fait, si ma mémoire est bonne, qui visent le remplacement d'enseignes liées au commerce du 1867A, chemin Saint-Angélique. Donc, je n'ai pas repris le visuel pour chacune des résolutions, mais vous voyez à l'écran, c'est le complexe commercial, donc le centre d'achat, pour ne pas le nommer. Vous avez ici le commerce du IGA qui vous situe. Vous avez aussi les autres commerces, dont celui dont l'affichage est en cause et celui des Cheffettes, qui est situé là, dans cette portion-ci du secteur. Alors, l'analyse a été faite par le comité consultatif d'urbanisme le 23 novembre dernier. Tout d'abord, pour le remplacement de l'enseigne qui est rattachée au bâtiment au 1867A. L'enseigne proposée est composée de PV blanc et vous avez d'autres détails qui apparaissent au projet de résolution. Le projet d'affichage respecte les critères qui sont prévus à la réglementation et le CCU recommande l'acceptation du PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Toujours pour le même commerce, c'est l'installation d'une enseigne sur vitrage. Donc, l'enseigne sera dans les vitrines, dans le fond, là, du commerce. Alors, cet affichage-là a été analysé aussi par le CCU le 23 novembre dernier. C'est des autocollants qui vont être apposés dans la vitrine à droite de la porte d'entrée principale. Le projet respecte les critères et les objectifs qui sont précisés au règlement sur les PIA et le CCU recommande l'acceptation. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Ensuite, toujours pour le même commerce, donc je ne remets pas le visuel, on parle de l'affichage, mais cette fois-ci sur l'enseigne communautaire qui est située donc aux abords du chemin Saint-Angélique. Donc, l'enseigne communautaire, c'est celle où vous retrouvez les différentes enseignes des autres commerces, y compris celui des Cheffettes. Donc, l'analyse a été faite le 23 novembre dernier. Le panneau qui est proposé, composé de PVC blanc. Le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation municipale. Le CCU recommande aussi d'aller de l'avant, mais par contre, demande à ce que l'entretien de la structure de l'enseigne communautaire et la réparation du lettrage existant soient effectués préalablement au remplacement de l'enseigne en cause. On mentionne également au préambule de la résolution les démarches qui ont été antérieurement effectuées auprès du propriétaire de l'enseigne et le récent rappel relativement aux exigences d'entretien de celle-ci qui a été en fait par mes collègues du service de l'urbanisme. Alors, compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'accepter le PIA, mais dans les circonstances, sans exiger toutefois l'entretien de la structure de l'enseigne communautaire et la réparation du lettrage existant au préalable. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Pour.
La prochaine résolution, on change d'endroit. On parle de rénovation extérieure au bâtiment patrimonial qui est situé au 1886 chemin Saint-Angélique. On n'est pas très loin toutefois. Vous voyez, on a juste traversé la rue. En fait, c'est le commerce qui était jusqu'à tout récemment désigné comme étant le fleuriste pour vous aider là, à vous localiser. Alors, l'analyse pour un nouveau PIA a été présentée au CCU le 23 novembre dernier. Entre autres, les modifications qui sont apportées à la structure extérieure du bâtiment, c'est l'ajout de garde-corps, l'ajout de mains courantes, l'ajout de persiennes, l'installation d'une clôture blanche en PVC et le fait de repeindre le revêtement extérieur du bâtiment en blanc. Le projet respecte les critères et les objectifs qui sont prévus à la réglementation municipale et le CCU recommande au Conseil d'accepter le PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Les deux prochaines résolutions font suite à des demandes de dérogation mineures qui ont été déposées pour la construction d'habitations dans le secteur de Green Maple Hill, donc une maison sur la rue de la Goudrelle, une autre sur la rue de la Sucrerie. Ça a été précédé d'avis publics qui ont été diffusés dans les journaux et sur le site Internet de la ville, entre autres. Le premier dossier, on est dans le secteur de la rue de la Goudrelle. Alors, vous avez la rue de la Goudrelle qui est ici à l'écran. Vous avez le terrain, mais en fait, la portion qui est visée, elle coupe à peu près ici, là. J'ai malheureusement le visuel que j'ai ne vous voit pas la coupe, mais le lot qui est en cause, mentionné ici, vise seulement là, la portion là, au bas, du dessin. Alors, la demande a été analysée par le Comité consultatif d'urbanisme le 23 novembre 2021. La nature et les effets de la dérogation demandée, c'est de réduire la largeur du lot à 15,77 mètres au niveau de l'étendue en front sur la voie publique. Or, cette étendue est fixée à 25 mètres selon la grille de spécification pour la zone en cause et même qu'elle doit être de 50 mètres selon l'article 34 du règlement de lotissement 772 parce que le lot est non desservi. Le terrain n'est pas constructible pour une habitation unifamiliale sans l'obtention de la dérogation mineure. La largeur du terrain qui est en front sur rue ne permet pas la création d'un lot conforme. La demande respecte les critères et les objectifs ou les conditions d'émission d'une dérogation mineure en vertu de la réglementation municipale. Et dans ce cas-ci, le CCU recommande au Conseil l'acceptation de la dérogation. En période d'urgence sanitaire, qui est toujours en cours, les gens pouvaient manifester leur intérêt par rapport à la dérogation mineure en transmettant des écrits au Conseil. Donc, tous ces écrits devaient être entrés avant midi aujourd'hui. Ils ont été remis aux membres du Conseil en après-midi. Et les personnes qui sont présentes dans la salle, vous pouvez actuellement, si vous le souhaitez, faire part de vos observations, pistes de réflexion ou commentaires aux élus. Je voudrais savoir, la dérogation qui est là, est-ce que ça comporte les deux propriétés ou juste celle de là-dessus? Juste celle qui est en bas. Il y a deux demandes de dérogation mineure parce que c'est deux lots qui sont créés dans la portion. Donc, ça vise la portion du bas, le lot qui apparaissait à l'écran. La prochaine résolution vise la portion, en fait, si vous voyez à l'écran là, mon curseur, oui, je sais, mais c'est pour le bénéfice de l'ensemble de la planète qui nous regarde sur Internet. Alors, la deuxième dérogation mineure, on est dans le même secteur, mais c'est pour le deuxième lot qui serait créé ici. Est-ce que ça se fait là ou ça va être une prochaine assemblée? Les élus, techniquement, à ma Il connaissance, va y avoir deux prêts. résolutions qu'on va passer dans les prochaines minutes qui va avoir un vote là, pour les deux terrains. Oui. Donc, je comprends que vous pourriez procéder au vote pour la première dérogation mineure, donc le premier lot. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Contre. Merci. Donc, la prochaine dérogation mineure, donc elle est déjà presque présentée, mais c'est dans le prolongement de la rue de la Sucrerie. Je réalise que j'ai inversé, juste pour le bénéfice de... Donc, la première image, c'était le haut la première dérogation, c'était le haut. On voit la rue de la Goudrelle ici, puis rue de la Sucrerie ici. Donc, là, c'est pour la portion, si vous voulez, dans le bas de l'écran.
Alors, l'analyse a été faite par le CCU. C'est le même objet, la même nature au niveau de la dérogation mineure. Les chiffres sont légèrement différents. Donc, ici, on parle d'une dérogation pour fixer la largeur à 15,24 mètres. Par contre, les exigences réglementaires sont les mêmes puisque c'est la même zone qui est en cause. Donc, techniquement, ça devrait être une largeur de 25 mètres selon la grille de spécification et même de 50 mètres selon l'article 34 du règlement de lotissement puisque le lot n'est pas desservi. Alors, c'est les mêmes considérations. Donc, le terrain n'est pas constructible. La largeur du terrain ne permet pas d'avoir une création de l'eau conforme. La demande respecte les critères d'émission d'une dérogation mineure et le CCU recommande au Conseil l'acceptation. Donc, c'est la même, s'il y avait des personnes qui souhaitaient venir au micro, donc c'est la même, les observations ou les pistes de réflexion qui avaient été transmises là, par les personnes à l'écrit ont toutes été remises aux membres du Conseil. Et ce soir, dans le fond, c'est la fin du processus pour l'accord de la dérogation mineure ou son refus. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Contre. Je voulais juste faire un petit commentaire s'il y a des gens qui nous regardent aussi, qui avaient justement envoyé des commentaires pour les dérogations. J'ai rencontré certains citoyens qui n'approuvaient pas des dérogations. C'était juste pour vraiment dire qu'on parle ici, là, pour que ce soit clair pour les gens qui écoutent, on parle ici de 2 maisons qui vont être bâties sur des rues existantes qui demandent une dérogation parce que, ben, c'est surtout la forme du lot là, qui est pas, le devant, le frontage qui est pas large, assez large parce que c'est la forme du lot qui fait que ça marche pas. Mais aussi, il y avait des craintes au sujet de l'environnement, au sujet des coupes d'arbres. Il y avait des questionnements là-dessus. Ce secteur-là fait partie aussi, il est assujetti à la réglementation sur de ce que je parlais plus tôt pour la coupe d'arbres, où est-ce qu'on restreint la coupe d'arbres à un maximum de 10 dans ce secteur-là. D'après ce qu'on a vu ici, la coupe d'arbres, ça serait entre 2 et 3 C'est assez pour mettre la maison et la fosse septique, le garage, l'entrée, et ils ne peuvent pas aller couper plus que 10 Ici, on parle aussi des lots qui sont quand même de grandeur assez significante. Un lot de 34 667 mètres carrés et l'autre, c'est un lot de 46 620 mètres carrés. Alors, les inquiétudes aussi qu'il y avait, c'était que, faut que je spécifie que dans le passé, il y avait un projet résidentiel qui devait être bâti ici, que la réglementation fait maintenant qu'on ne peut plus avoir d'ouverture de rue. L'emplacement des maisons qui vont se faire au bout de chaque rue vont aussi empêcher un développement futur potentiel si jamais l'ouverture de rue serait permise dans un temps si la CMM changeait d'idée puis que la réglementation disait qu'on pouvait ouvrir les rues à l'extérieur du périmètre urbain. Il y avait aussi une inquiétude au point de vue de l'eau potable. Ces 2 maisons-là vont avoir leur propre puits, ne seront pas sur le puits privé qui dessert les 77 résidences qui sont là. Dans la réglementation, quand on a regardé la réglementation pour la protection des boisés, une maison sur une rue existante, c'est quelque chose qui a été permis. Et d'après, comme j'ai dit, on avait consulté un avocat qui était un spécialiste en environnement, en droit environnemental et municipal, et c'était quelque chose qui est identifié comme étant pas une grosse source de dommages à l'environnement parce que c'est déjà, dans le fond, c'est entre 2 maisons, là, qu'il va y avoir des maisons qui vont être bâties et que la coupe d'arbres est très restreinte. Fait que je pense que dans le processus décisionnel ici que les élus ont pris, c'était vraiment, avec toute l'information qu'on avait, avec la recommandation du CCU, c'était quand même des projets qui d'après nous, étaient bien encadrés. Aussi, il faudrait dire qu'il y a eu une dérogation qui était acceptée, je pense, en 2021 sur la rue de Jockey, qui était pratiquement la même chose. Alors, il faut être aussi consistant dans nos décisions et je pense que les élus ont bien réfléchi avant de prendre ces décisions-là. Alors, c'est tout ce que je voulais dire pour ces dérogations-là.
Alors, on en arrive à la dernière portion du procès verbal, donc la mise à jour des parcs, la liste des parcs municipaux. C'est une mise à jour qu'on fait de temps à autre lorsque requis, puis que ça nous permet de vérifier les désignations de parcs. Alors, la liste qui sera mise à jour, vous voyez maintenant à l'écran les aires de Pau, les jardins communautaires. D'ailleurs, celui de la Cité des Papillons est intégré. Les différents parcs aussi de quartier ou parcs un peu plus majeurs et les sentiers équestres qui sont ajoutés à la liste. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Au terme des acquisitions, on prévoit des servitudes pour l'entretien d'un ponceau du chemin Saint-Angélique. Vous avez vu auparavant dans l'année des résolutions qui ont autorisé les travaux, en fait, de remplacement du ponceau sur le chemin Saint-Angélique et l'aménagement de la piste cyclable. Donc, les travaux, effectivement, ont été autorisés par résolution. C'est nécessaire d'aller chercher des servitudes sur les terrains privés qui sont situés de part et d'autre du nouveau ponceau pour procéder aux réparations, à l'entretien régulier là, dans le futur. Alors, les démarches ont été effectuées auprès des propriétaires concernés et ce soir, il est prévu d'obtenir les servitudes sur les 2 lots que vous voyez à l'écran. On autorise également la conclusion des contrats de services professionnels pour les fins de la rédaction et de la publication des actes de servitude. Les coûts des honoraires professionnels vont être à la charge exclusive de la Ville dans ce cas-ci et c'est la mairesse et moi-même qui seront autorisés à signer les actes. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 La prochaine résolution autorise un appel d'offres pour la construction d'un égout sanitaire dans le secteur de la rue Frontenac et des rues avoisinantes. Donc, c'est un projet qui est en route depuis quelque temps déjà avec des demandes de subventions et différentes démarches préliminaires. Vous avez une résolution qui a été adoptée en mai 2019 par laquelle la Ville a conclu un contrat de service professionnel d'ingénierie avec la firme Shelex pour la préparation des plans et devis concernant les rues qui sont concernées et que vous voyez listées à l'écran. Selon l'estimation qui a été effectuée, c'est évidemment un appel d'offres public qui est exigé puisque la dépense est au-delà du seuil décrété par le ministère des Affaires municipales, le seuil qui est actuellement de 105 700. Alors, considérant les règles qui sont prévues à la loi sur les cités civiles, il est prévu d'autoriser une demande de soumission publique conformément à la loi sur les cités civiles, sous réserve d'une modification qui serait apportée par le directeur du service des infrastructures. Les soumissions devront être déposées pour le lot numéro 1 avant 10 heures le mardi 22 février et avant le mercredi 2 mars pour le lot numéro 3. En fait, puis il y avait le vendre. Il y a aussi le lot numéro 2, en fait, le 25 février 2022, pour être sûr que personne n'en doute, et le 2 mars pour le lot numéro 3. Alors, la dépense maximale autorisée pour les publications des appels d'offres conformément à la loi sur les cités civiles est d'un maximum de 3 000 $. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. On procède aussi ce soir à certaines prolongations de contrats. Donc, on est en fin d'année. Il y a des contrats qui ont été conclus dans les années antérieures qui prévoyaient des options de prolongation lorsqu'ils ont été accordés. Les options doivent être confirmées par résolution du Conseil. Donc, c'est l'objet des prochaines résolutions, mais pour des contrats différents. Alors, vous avez tout d'abord les travaux d'électricité sur demande pour l'ensemble des propriétés municipales. Alors, le contrat a été autorisé en novembre 2019 avec la compagnie Poulain Électrique. L'exécution va être demandée donc à cet entrepreneur-là et s'il était dans l'impossibilité de réaliser les travaux, les documents d'appel d'offres qui constituent maintenant le contrat prévoyaient que d'autres entrepreneurs pouvaient être sollicités. Donc, on le rappelle dans le projet de résolution. Alors, selon le contrat, le tout pouvait être prolongé pour l'année 2022. Alors, c'est ce qui est proposé ce soir, de prolonger le contrat pour la prochaine année. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Toujours une prolongation de contrat, cette fois pour le contrat de collecte et de transport des résidus alimentaires. Le contrat a été accordé en mars 2019. C'est la compagnie Robert Daou et Fils qui est en cause. Le contrat prévoit donc la prolongation qui peut survenir et le Conseil est favorable avec le maintien des collectes actuelles, c'est-à-dire les lundis et jeudis. Alors, on prolongera le contrat de collecte pour l'année 2022 selon l'option 2 et évidemment, le montant de la dépense sera prévu au budget de l'année 2022. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour.
Pour. Pour. Pour. Pour. Pour. Toujours une autre prolongation. En fait, c'est une dépense supplémentaire, pardon, pour la résolution qui est en cause, soit la fourniture et la livraison de divers produits chimiques pour le traitement des eaux. Alors, vous savez, on est membre, en fait, d'un regroupement au sein de l'Union des municipalités du Québec. Lorsque l'autorisation de dépense a été donnée, elle a été en fonction des quantités estimées qui seraient commandées. Alors, ces quantités-là ont été un petit peu plus élevées que prévu. Alors, il est prévu d'autoriser une dépense supplémentaire totale maximale de 12 000 $. C'est à même les postes budgétaires du Fonds général qui étaient mentionnés dans la résolution qui a autorisé la conclusion de contrat. Et on va conséquemment réviser les montants qui ont été publiés au SCAO, le SCAO étant le système électronique d'appel d'offres du Québec. Donc, on va revoir les autorisations, les montants qui ont été publiés, pardon. Merci. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 Au niveau des réceptions de travaux et des autorisations de paiement, on en a certaines ce soir. Tout d'abord, les travaux de pavage 2021, on est au stade de la réception provisoire partielle. Les travaux ont été autorisés par une résolution conclue en septembre de cette année avec Ali Excavation. Alors, les travaux de pavage ont été réalisés sur la rue des Lupins, des Gérardies et des Trèfles dans l'ensemble immobilier de la place du Parc. Donc, ça, c'est financé à même le règlement d'emprunt 1097. Il y a une retenue spéciale qui est conservée pour l'accumulation d'eau sur la rue des Gérardies qui sera corrigée au prochain printemps. Les travaux de pavage ont aussi été réalisés sur les rues de la Chouette et des Tourterelles dans l'ensemble immobilier de la place Verdé. Dans ce cas-ci, le financement est prévu à même le règlement d'emprunt 1100. Il y a aussi une retenue spéciale qui va être conservée pour les fossés qui devront être reprofilés sur les rues de la Chouette et des Tourterelles. Ça sera fait aussi au printemps prochain. Les travaux de pavage dans l'ensemble immobilier de la Cité des Champs vont être réalisés au printemps prochain seulement, de sorte que donc, il n'y a pas de réception provisoire qui les concerne. L'inspection partielle des travaux a eu lieu le 24 novembre dernier. On recommande de procéder à la réception provisoire après confirmation de certaines corrections et déficiences et le contrat finalement prévoit une libération partielle de retenue si les corrections ou les réfections sont effectuées. Alors, ce qui est proposé ce soir, c'est de procéder à la réception provisoire partielle des travaux qui sont visés par les règlements d'emprunt 1097 et 1100, sous réserve que les corrections soient effectuées. Et le Conseil autorise aussi la libération partielle des retenues en faveur de l'entrepreneur Ali Excavation si le contrat est respecté et si le paiement est précédé d'une recommandation favorable et écrite du directeur des infrastructures. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 La prochaine résolution vise la réception provisoire des travaux de remplacement d'un ponceau de ski de fond du chemin Lobinière dans le secteur du Parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Donc, c'est une résolution de septembre dernier qui avait autorisé la conclusion du contrat de remplacement du ponceau de ski de fond. L'inspection provisoire a eu lieu le 10 décembre dernier et la firme CDGU, qui est responsable de la surveillance des travaux, qu'on recommande de procéder à la réception provisoire, à l'exception de l'ensemencement et de la plantation d'arbres dans la bande riveraine qui vont être complétés au printemps 2022. Le contrat prévoit aussi la libération partielle des retenues aux mêmes conditions habituelles, c'est-à-dire que les corrections ou les réfections doivent être complétées à la satisfaction de la Ville. Alors, il est prévu de procéder à la réception provisoire des travaux après confirmation de la correction des déficiences et d'autoriser également la libération partielle des retenues aux conditions que vous voyez à l'écran. Donc, comme à l'habitude, contrat respecté et paiement précédé d'une recommandation favorable et écrite, soit du CDGU, qui en fait supervise les travaux, et aussi le directeur du service des infrastructures. Un vote, s'il vous plaît? Pour. 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 La prochaine résolution va viser la conclusion d'un contrat. En fait, le contrat d'assurance est déjà conclu. Donc, vous savez, la Ville de Saint-Lazare fait partie, entre autres, pour une grande portion de son portefeuille d'assurance de dommages, d'un regroupement de l'Union des municipalités du Québec. Donc, adhésion qui a été autorisée plus précisément en septembre 2019. Donc, dans le cadre d'une entente de regroupement, il y a un appel d'offres qui a été fait au cours de l'automne. Selon les résultats de l'appel d'offres, en fait, le portefeuille d'assurance
d'assurance a été divisé en 3 blocs pour tenter d'obtenir les meilleurs prix possibles. Vous savez que le marché de l'assurance actuellement est un petit peu difficile avec, entre autres, les différents, les réclamations qui sont nombreuses, notamment au niveau soit de la responsabilité dans le secteur, entre autres, municipal ou encore des différentes organisations ou encore avec les différents sinistres qui surviennent. Donc, l'Union des municipalités du Québec a procédé à l'appel d'offres. C'est réglé en ce qui concerne le bloc biens et le bloc d'assurance en matière assurance automobile. Par contre, les négociations sont toujours en cours avec les assureurs et les réassureurs au niveau de l'assurance responsabilité. Donc, ce soir, c'est une autorisation partielle de dépenses, dans le fond, pour la portion de l'assurance en biens et de l'assurance des automobiles. Alors, la période du contrat est du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026. Donc, en fait, ça, c'est pour la période maximale de couverture. Donc, pour les biens, c'est c'est la soumission de la capitale qui a été acceptée par l'Union des municipalités du Québec. Et pour l'assurance automobile des propriétaires, c'est la soumission de BFL Canada qui a été acceptée. Donc, comme je vous le mentionnais, les négociations sont toujours en cours pour l'assurance responsabilité civile. Alors, il sera proposé ce soir, en fait, comme les contrats ont été conclus par l'Union des municipalités du Québec étant donné qu'on fait partie d'un regroupement, on autorise ce soir la dépense et le paiement d'un montant maximal de 91 026,87 $, taxes incluses. C'est pour le paiement des primes d'assurance en matière automobile et assurance des biens. Le montant va être publié sur le système électronique d'appel d'offres du Québec. La dépense pour couvrir la période de couverture du 1er novembre au 31 décembre de cette année sera prévue au poste budgétaire que vous voyez à l'écran. Il est un maximum de 15 200 $, ce qui représente le 2/12e ou le 1/6e du contrat. La nouvelle autorisation de dépenses va devoir être donnée dans une prochaine résolution pour la portion d'assurance responsabilité. Au niveau des paiements aussi à l'Union des municipalités du Québec qui sont autorisés ce soir, c'est un montant maximal de 14 944 $ qui s'explique comme suit. Tout d'abord, 13 644 qui a été le montant de franchise établi pour le fonds de franchise collective en assurance des biens. Donc, c'est dans le cadre du fonctionnement de l'entente que ça procède comme ça. Je vous rappelle que si les réclamations, il n'y en a pas, ou si elles sont moindres et que le fonds n'est pas utilisé, la Ville récupère, une fois les délais de prescription passés, les montants qu'elle a investis dans le fonds de franchise. Et aussi un montant maximal de 1 300 $ qui représente les honoraires de l'Union des municipalités du Québec pour la gestion de l'appel d'offres, y compris les frais de parution de l'appel d'offres selon les différentes lois en cause. Alors, le versement de la quote-part pour la franchise au niveau de la responsabilité civile va lui aussi être fixé dans une prochaine résolution. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Richard? Pour. 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 Alors, j'en arrive au dépôt de documents. Alors, tout d'abord, je dépose la liste des engagements qui est en date du 8 décembre dernier. C'est conformément au règlement 781, entre autres. Je dépose également la liste des personnes qui ont été embauchées conformément au règlement 834. Il y a aussi un procès-verbal de correction qui a été effectué à une résolution, celle que vous voyez à l'écran. En fait, le montant de la dépense autorisée a été augmenté de quelques dollars. Il y avait eu un petit oubli dans les calculs. Je dépose également les déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers Marc Aymon, Michel Poitras, Richard Chartrand, Donald Andrews et David Hill. C'est conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, ce qui complète les déclarations qui devaient être... En fait, toutes les déclarations ont été déposées. Je dépose également le registre des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages qui est exigé en vertu de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. C'est un dépôt qui doit survenir à la dernière séance ordinaire de l'année. Et finalement, je dépose les rapports de la Commission municipale du Québec quant à l'adoption du budget et des programmes triennales d'immobilisation. C'est un rapport qui a été produit par la vice-présidence. Ça couvrait une centaine de municipalités au Québec. Et donc, les rapports sont déposés conformément à la loi sur la commission municipale. Merci beaucoup. Alors, un vote pour lever la séance? Pour. 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 Pour.
Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. La semaine prochaine, on adopte le budget.